Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour cette deuxième émission consacrée, vous le savez, au Festival du film d'aventure de La Rochelle. Nous sommes toujours en direct de l'espace Encan, au bord de l'océan. Nous allons encore parler d'aventure, vous allez le voir, d'aventure en général et d'aventure de montagne évidemment. Encore une fois, pour vous faire découvrir des films en compétition dans ce festival qui, de jour en jour, on le sent, prend un essor particulier avec beaucoup de public. On en reparlera tout à l'heure avec Stéphane Frémont, qui sera l'un de nos invités et qui est l'organisateur, l'un des organisateurs en tout cas. Une émission très riche, on va la débuter sans tarder avec, vous allez voir, un film particulièrement marquant sur un des plus grands alpinistes qui ait existé. Avant de lancer avec nos premiers invités, on retrouve mon partenaire pour vous présenter ces émissions et vous faire découvrir tous ces producteurs. Le spécialiste des tournages en milieu extrême, en milieu difficile, qu'on connaît bien à Montagne TV, Bruno Peronnet. Bruno, bonjour. Bonjour Laurent. Alors Bruno, je l'ai dit, le festival, on le sent, c'est la deuxième émission. On a senti depuis 2 jours un public là, présent, toujours plus fort, et puis des applaudissements, un vrai engouement. Oui, c'est vrai que l'ambiance ici est tout à fait particulière. Pour nous, nous sommes au bord de la mer et on présente plutôt des images de montagne. Ici, c'est un petit peu notre culture à Montagne TV. Mais on sent qu'il y a un engouement du public pour ces aventures qui fait vraiment plaisir. Ouais. Alors on va débuter tout de suite. On a très envie et puis je laisserai d'ailleurs, je pense, beaucoup Bruno en parler parce qu'il en brûle d'envie depuis hier de voir ce film avec 2 invités qu'on aime beaucoup ici. On va commencer avec Respirer l'odeur du ciel. Les invités Pierre Morand, Benoît Hémon. On va commencer tout de suite avec la bande-annonce. Allez-y. On parle souvent de la montagne intérieure. T'as l'impression que tu l'as gravie, celle-là? Non, je pense que tu as fini de la gravir quand tu es au bout de ta vie, quoi. Hein? Je crois que tout le monde sur cette terre est là pour essayer de se développer intérieurement. Et moi, j'ai l'impression que tu finiras de te développer le jour où on va t'enterrer. Voilà, des images magnifiques pour un homme exceptionnel. On va laisser nos invités, et notamment notre cher confrère Benoît Hémon, nous raconter un petit peu ce film et surtout ce personnage. Benoît ? Je fais des films depuis 30 ans, je crois. Et c'est le premier film que je n'avais pas envie de faire, puisqu'on parle bien sûr d'Erhard Loretan, qui est décédé il y a maintenant 1 année, 2 ans. Erhard Loretan, c'est le 3e homme à avoir fait tous les 8000 de la planète, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un homme qui avait une vraie éthique de la montagne. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on est ici au bord de la mer comme montagnards, mais je crois qu'on a des points en commun entre les montagnards et les marins. Et bien sûr, les moyens ne sont pas les mêmes, le média n'est pas le même, on a des valeurs communes, et c'est pour ça que je trouve que c'est très sympa d'être là, parce que je crois que Erhard Loretan a un message universel en quelque sorte. Alors j'ai envie, Benoît, tout de suite de vous poser une question. Vous dites que c'est le film que vous n'aviez pas envie de faire, mais malgré tout, c'est une façon d'aborder la réalisation qui, j'imagine, est très particulière. Comment on fait pour réaliser le film, je dirais le film hommage à un personnage qu'on ne voulait pas voir disparaître, qui est mort forcément jeune? Comment on aborde ça en tant que réalisateur? La grande chance, entre guillemets, c'est que je connais Erhard depuis longtemps, depuis que Passement les jumelles, vous savez qu'on a fêté nos 20 ans, et Erhard, depuis 20 ans, on le suit avec Pierre-Antoine Hirault, donc on avait beaucoup d'images avec lui, ça c'est ma grande chance, encore une fois, entre guillemets. Puis l'autre chance que j'ai eue, c'est que j'avais les amis d'Erhard, je leur ai téléphoné, je leur ai dit, on a tourné, je crois, à peu près 2 semaines après sa mort, je leur ai dit, si vous ne venez pas témoigner, moi je ne peux pas faire de film, et ils sont tous venus, ils ont tous dit oui, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a fait un film, quoi. C'est un film que j'ai fait vraiment à plusieurs mains, quoi. Alors justement, j'ai envie de vous demander immédiatement, qui a été un des partenaires de montagne privilégiés d'Erhard. Ce film, encore une fois, est-ce qu'il est à l'image du personnage? Est-ce que vous retrouvez Erhard dans ce film? Oui, dans ce film, on retrouve vraiment Erhard. C'est vraiment le plus bel hommage, je pense, qu'on pouvait lui faire. Et puis je pense qu'on lui devait tous ça. Parce qu'il nous a tellement apporté que c'était la moindre des choses. Il y a quelque chose d'assez particulier, vous savez qu'en télévision, quand on filme en général, on a un rapport de 1 à 10, c'est-à-dire qu'on gagne une image sur 10. Et là, dans les interviews de tous les amis d'Erhard, c'est exactement le contraire. J'ai pour ainsi dire rien coupé, presque tout est là, notamment avec Oxenia à la fin, c'est quasiment du brut. Parce qu'ils ont tous dit la même chose de manière différente.
On a évidemment envie de parler d'Erhardt, on pourrait en parler longtemps et pendant des heures, mais c'est vrai que vous êtes un partenaire privilégié pour nous faire partager un petit peu son intimité. C'était quel compagnon de cordée, Erhardt, si vous deviez nous faire entrer un petit peu dans ce secret-là? Écoutez, moi je l'ai connu sur les bancs d'école, on a commencé à grimper ensemble. Et déjà là, disons, la première fois qu'on est allé grimper, c'était déjà un extraterrestre, quoi. Lui, il commençait, disons, il marchait jusqu'au 6B, et après il commençait à grimper. Et c'est quelqu'un qui était exigeant, surtout avec lui, puis aussi avec ses compagnons, et surtout, je pense, en Himalaya. Et parce qu'il avait vraiment le style pur et dur, il n'y avait aucune concession, il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas de corde, il n'y avait pas de Sherpa, il n'y avait rien. Je pense que c'est le premier qui a fait ça et qui a donné l'idée aux jeunes qui font des trucs extraordinaires actuellement. Alors effectivement, vous parliez d'éthique pour décrire le personnage. C'est toujours difficile d'arriver à comprendre ce qui fait la différence entre un bon alpiniste, un très bon alpiniste, et quelqu'un de hors norme comme était Erhardt. Il y en a très peu dans l'histoire de l'alpinisme. Vous, Benoît, qui l'avez côtoyé, qui l'avez filmé, qui l'avez suivi pendant toute sa carrière, d'après vous, qu'est-ce qui fait cette différence ? C'est qu'il était juste au-dessus du lot. Mais ce qu'il avait d'extraordinaire, c'est qu'il avait une palette. C'était d'abord un homme aussi. Il était extraordinaire en 2 mots, je dirais. Mais c'était un homme. Si on parlait de lui comme surhomme, il détestait ça, il ne voulait pas passer pour un héros. Avec lui, on riait beaucoup, on buvait des verres. Moi, j'ai eu la chance d'être derrière sa corde comme client. J'atteignais très vite mon principe de Peter, du reste. Mais c'était un homme, c'était ça qui était extraordinaire. Ce qu'il a aussi, c'est qu'il est resté toujours sur la même ligne. Et il le dit très bien dans le film, c'est un homme qui a gardé une ligne. Il a été pur, dur avec lui-même, comme le dit Pierre, mais aussi généreux avec les autres. Alors Benoît, vous êtes un homme de télé, on vous connaît évidemment beaucoup pour les magazines, pour les collaborations avec la TSR bien entendu, avec Arte. Ça a été quoi cette expérience de faire un portrait justement? Est-ce que c'est différent? Comment on s'investit par rapport à un magazine plutôt d'actualité? Franchement, moi, j'ai eu peur. Hein. Au départ, c'est mon patron de chaîne qui m'a dit il faut absolument que tu fasses quelque chose sur Erhardt. J'ai dit non, attends, il vient de mourir, non, j'ai pas envie. Ensuite, j'ai pensé à tous ses copains en me disant si vous venez pas, je suis mort. Ils ont tous dit oui, on a tous réfléchi. C'était pas facile parce que je voulais à la fois justement montrer que c'était un homme, qu'on riait beaucoup, et je crois que dans ce film on rit. Et puis je voulais aussi montrer que c'est un homme dans sa vulnérabilité aussi, parce que vous le savez qu'il a eu un accident dans sa vie terrible avec son fils. Donc mettre tout ça, toute une vie dans 52 minutes, au départ c'est paniquant. Après, vogue la galère, on essaye. Et puis si ça marche, tant mieux. Et si je crois que le film marche, c'est bien sûr grâce à Erhardt, parce qu'il porte quelque chose. Benoît, Pierre, on va vous remercier, on va évidemment souhaiter beaucoup de succès. On pourrait parler de ce film pendant des heures, on n'a malheureusement pas le temps aujourd'hui, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. On souhaite évidemment un succès, ça c'est évident, mais une longue vie surtout, une vie multiple à ce film, en espérant le voir le plus possible, qu'il y ait le plus de monde qui apprécie et qui rend hommage, connaissent, découvrent peut-être Erhardt sous un autre visage, un autre angle. Merci en tout cas beaucoup. Nous, on a vu le film, on a eu le chance de le voir avec Bruno et on a énormément apprécié et on le recommande vraiment à tous. Merci beaucoup à vous. On va enchaîner tout de suite avec le deuxième film et notre deuxième invité. Un film, vous allez le voir, complètement différent, dans un milieu plus aquatique. Ça s'appelle Le Piège Blanc. Et je vous demande tout de suite d'accueillir notre invité pour Le Piège Blanc et de lancer la bande-annonce avant l'invité. Et ça, on est bien d'accord, il faudra le faire tous les jours. Hein. 2 fois par jour. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde, ça tient pas. À moins de repartir là d'où on vient, y a pas d'issue là. 20h qu'on rame, c'est ça, non? Ouais. J'en ai marre. C'est le piège là. Voilà, au risque de se répéter dans ce festival, mais des images encore absolument impressionnantes, fabuleuses.
on a un plongeur de l'extrême cette fois-ci avec nous, Alban Michon. Bonjour. Bonjour. Alors, on a vu la bande-annonce, on a vu le film aussi avec Bruno, et on a, Bruno, surtout des tonnes de questions là sur le tournage et sur la prod qui est fabuleuse. Vous avez tous vu ces images subaquatiques absolument incroyables. Alors évidemment, moi en tant que réalisateur, avant même de parler de l'aventure qui est hors norme, on a envie de savoir, mais alors ces images extraordinaires, elles sont faites comment? Comment est-ce que vous avez filmé tout ça, en particulier évidemment sous l'eau, sur l'eau? C'est pour moi, a priori, l'un des milieux les plus extrêmes, en tout cas cinématographiquement parlant. Comment vous avez fait? Alors en fait, ça a été très difficile, dans tous les sens du terme, que ce soit l'expédition ou le tournage. En fait, il faut savoir que l'expédition a duré 51 journées. Et en fait, une équipe de tournage est venue. En fait, ils ont monté une expédition parallèle à la nôtre. Ils sont venus les 20 premiers jours pratiquement. Ils nous ont laissés seuls pendant un mois. Et ils sont revenus à la fin du projet pour filmer l'arrivée en fait. Donc c'est vraiment une deuxième expédition à côté de la nôtre. Et les images que l'on voit, il y a aussi des images apparemment qui ont été tournées par vous-même, pour ce qu'on en comprend. C'est facile de devoir gérer l'aventure extrême et d'en même temps penser à ramener quelques images, puisque je crois que ça a été le cas. Alors effectivement, avec Vincent, on se partageait la caméra, hein, on se filmait tous les deux pour ramener pas mal de l'aventure, parce que pendant un mois seul, il faut quand même ramener pas mal d'images. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on est quand même en mode expédition, donc il faut avancer, il faut gérer tous les aléas de la journée, et en plus il faut penser à se filmer. Donc c'est vrai que c'est relativement très difficile. On peut parler quand même effectivement de l'aventure elle-même. Alors l'aspect extrême, encore une fois, de la navigation en kayak dans ce genre de latitude difficile, à quoi il faut faire attention? On doit être toujours en alerte. Le danger est là, le danger en particulier de tomber à l'eau. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui est le plus difficile? Alors pour nous, le plus difficile, ça a été principalement les accostages. Accoster, bon, c'était préparé, on avait des camps de base qu'on avait repérés sur des cartes satellites, mais on n'avait pas prévu qu'il y avait autant de houle qui nous jetterait littéralement sur la côte et qu'on se faisait accueillir par des galets. Donc ça nous a abîmé beaucoup de matériel, beaucoup les kayaks qu'il a fallu régulièrement réparer. Donc ça, été difficile. Et puis après, la navigation entre les icebergs, il faut quand même faire attention aux icebergs. Il peut y avoir un pan de glace qui s'effondre, l'iceberg peut se retourner. Donc tout ça, on était très très vigilants, on faisait très attention. Moi, je me suis retourné une fois, deux fois même durant l'expédition avec le kayak. Bon, heureusement, j'avais des combinaisons étanches, mais les combinaisons étanches, l'eau ne rentre pas, mais ça ne vous isole pas du froid. Donc il faut vite remonter sur le kayak sous peine d'être rapidement gelé. Et puis après, on avait aussi des problèmes de navigation. C'est-à-dire que la glace, des morceaux de glace se décrochent des icebergs et créent ce qu'on appelle du brash. Donc on le voit dans le film d'ailleurs, il y a des morceaux de glace de partout qui nous ralentissent, qui nous abîment encore une fois les kayaks. Donc c'était encore très difficile. Il y a une rencontre à l'image qui était exceptionnelle. On voit l'ours blanc. L'ours blanc est évidemment omniprésent dans ce genre d'endroit. Comment ça se passe quand on se retrouve face à ce genre d'invité? Alors oui, on a peur. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, on est au pays des ours. Déjà, il est chez lui. Ça, c'est la première chose. On a peur. Alors, je ne sais pas si j'ai eu le temps d'avoir peur. J'ai été vraiment hypnotisé, subjugué par ce que j'ai vu. Parce que j'étais vraiment ébahi, quelque chose d'extraordinaire. Je me retrouve j'étais en dessous de lui, hein, donc face à l'ours, et puis petit à petit, donc je l'ai observé, j'ai regardé comme il réagissait. Il n'avait pas l'air très violent non plus, très agressif, c'était déjà pas mal. Et puis petit à petit, je me suis rapproché. Je me suis dit qu'au pire, s'il voulait m'agresser, je pouvais descendre. J'avais mes bouteilles de plongée, donc je pouvais lui échapper. Et comme je l'avais vu faire 2-3 petites apnées, il descendait à 2-3 mètres de profondeur et il restait 4-5 secondes. Je me suis dit qu'il n'est pas très bon apnéiste. C'était un bon point pour moi. Et puis petit à petit, on essayait de... Je sais pas, je pense qu'il était aussi très curieux. Et puis on s'est retrouvés... J'étais très très proche. À un moment, il est passé au-dessus. Il met la tête dans l'eau et on se regarde, quoi. Jusqu'au dernier moment où je sors de l'eau, le pensant parti. Et il se rapproche, il s'arrête à 3 mètres de moi. Et on se regarde droit dans les yeux. Et lui comme moi, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je t'en prie, vas-y, passe. Non, mais il s'est redressé et il est parti. Voilà, je crois que là, tout le monde
Tout le monde a très 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 envie de connaître la suite. Hein. Alban vient de faire un pitch énorme. Qu'est-ce qui se passe après avec l'ours? En tout cas, on a vraiment envie que ce film soit vu. Encore une fois, c'est des images qui font du bien à la production cinématographique en général, vraiment. Ça nous a fait tous extrêmement plaisir de voir ce film et découvrir ces images absolument incroyables. Alban, vous êtes fiers, je pense évidemment que ce film soit présenté dans ce festival, qu'il soit apprécié. On souhaite qu'il soit vu dans d'autres festivals, qu'il se diffuse encore plus sur des télévisions certainement. Alors nous, on est très fiers effectivement de pouvoir le présenter dans les festivals, d'être ici avec Thierry Robert, le réalisateur qui va arriver tout à l'heure. On est toute l'équipe. Vincent, lui, là, pour l'instant, il est sur un bateau pris dans les glaces, mais on est tous très contents parce que les gens, le public est ravi du résultat et ils rêvent. Voilà. Et ben ça, pour nous, c'est le meilleur des remerciements, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse nous faire. C'est que voilà, on a eu une belle aventure humaine, que ce soit l'équipe de tournage ou même Vincent, avec qui j'ai partagé c'est presque 2 mois ensemble. Donc ouais, on est très contents. Ouais. Allez, donc on vous le rappelle, Le Piège Blanc. Merci Alban Michon d'avoir été avec nous. On enchaîne avec le 3e film qu'on va vous présenter dans cette émission. Il s'appelle comment? Jungle Jam Venezuela. Et on va avoir comme invité les réalisateurs de ce film, Stéphane Hansen et Jean-Louis Vertz. On va tout de suite regarder ensemble la bande-annonce. Voilà, Jungle Jam Venezuela. On a avec nous les protagonistes du film. Vous avez vu, c'est quelque chose qui change encore hein, d'objectif, en tout cas de milieu par rapport aux 2 autres films qu'on vient de vous présenter. C'est fun, on va dire. Comment c'est né l'idée de ce film? Nous, on a quand même l'habitude de partir souvent en expédition un peu partout pour aller explorer des faces vierges et essayer de faire les premières ascensions. Et donc, c'est pas le film qui est né, c'est une expédition qui est née. Et puis par la suite, on a fait un film de cette expédition. Bon, comment cette expédition est née? Elle est née, ça faisait longtemps qu'on avait envie d'aller au Venezuela, parce qu'il y avait pas mal d'amis qui avaient déjà été sur place et qui voulaient, qui nous en avaient parlé. Et nous, ça nous intéressait vraiment très très fort. Puis voilà, l'occasion s'est présentée, on est parti et puis l'aventure commence, quoi. Alors, est-ce que votre histoire à tous les deux, donc vous êtes belges, hein, tous les deux, et ouais. Donc grimpeurs, et avec un objectif de connaître les différentes parois un peu partout dans le monde. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est le défi d'aller explorer, c'est ça qu'on aime bien, quoi, c'est grimper des grandes parois et d'aller explorer des nouvelles lignes sur les grandes parois partout dans le monde. Et le Venezuela, c'était bien différent que les autres expéditions parce que c'est dans un endroit plus tropical, plus chaud. Et donc souvent nos expéditions, c'est dans le froid et tout, donc ça changeait. Alors, ce qui est assez étonnant dans l'ambiance de ce genre de film, et de celui-là en particulier, c'est que ça reste quand même des réalisations de très grande difficulté technique et physique, et pour autant, ça a l'air d'être une histoire de bande de copains, et ce qui est mis en avant tout, vous avez l'air de vous amuser. Je pense que tout le monde ne s'amuserait pas dans les mêmes circonstances. Vous avez l'air de vous amuser, c'est le cas, oui? Ouais, quand même, ouais. Nous allez, si on fait ça, c'est parce qu'on aime bien aussi. On adore partir ensemble, ça c'est assez primordial. On est vraiment, je dirais, une bande de potes. Et puis on part dans nos projets. Et c'est clair que j'ai l'impression, en tout cas dans la plupart des films qu'on fait, ça se ressent assez bien. Et c'est ce qui plaît les gens. Par exemple, on adore la musique, on joue beaucoup de musique aussi. Et voilà, on adore jouer la musique là-haut, entre nous, parce que c'est un lieu... il y a une ambiance qui est inimaginable quand on est sur nos portaletches avec... entre nous, on passe vraiment des moments géniaux. Et ouais, c'est vraiment... c'est d'abord, je dirais, une bande de potes qui décide de faire des trucs, et puis on filme, et puis voilà, ça donne ce que ça donne.
On emmène les instruments de musique. Je croyais que quand on grimpait, en plus, à plus forte raison avec le porte-à-lège, donc avec tout le matériel à porter, le moindre gramme comptait. C'est pas un problème de forcément emmener l'instrument avec soi. Pour nous, les instruments de musique, ça fait un peu partie de notre matériel d'escalade. Ça nous aide à monter, à progresser en escalade aussi. Parce que souvent, quand on grimpe, là, quand on est en paroi, on passe des moments de tension quand même. Des moments où on doit engager très fort et où on a peur, etc. Et puis, en jouant de la musique, en fait, ça remet tout. Allez, on arrive à se relâcher et c'est génial, quoi. Avec la musique, on se relâche et puis après, on se sent libéré. Alors, en tout cas, c'est un film qui donne la pêche. Un film, en effet, où on ressent vraiment l'ambiance que vous avez mis dans ce film. Elle est présente, elle est importante. C'est vrai que ça change. C'est ce qui fait l'âme du film. Il y a vraiment une vraie joie et on la ressent quand on regarde le film. Donc c'est vraiment plaisant, au-delà évidemment et des exploits et des images qui sont impressionnantes. Mais on sent vraiment ce côté musical même qui est très présent et qui fait partie de votre philosophie de la grimpe. Donc merci beaucoup pour nous avoir parlé de ce film. On va vite enchaîner parce qu'on a pris un peu de retard dans l'émission. Mais en tout cas, voilà, un film qui vraiment donne la pêche et on vous invite tous à le suivre, pardon, et on souhaite à ce film d'avoir une longue vie. Merci messieurs. On va finir avec Stéphane Frémont, l'organisateur du festival. Stéphane, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, ce festival où vous nous avez reçus, on est ravis d'être là, on a vécu des grandes choses, on a vécu des grands films, je pense que le public aussi est en train de le vivre. La 10e année, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans et qu'est-ce qui se passe cette année avec ces 10 bougies ? En 10 ans, il s'est passé beaucoup de rencontres, il s'est passé 150 films projetés environ, il s'est passé beaucoup de travail aussi, parce que cet événement-là, on a voulu le faire grandir raisonnablement, on a voulu l'accompagner, pas pour notre ego personnel, pas par fierté, pas du tout, mais on a voulu l'accompagner parce qu'il y avait une vraie demande finalement, un public de plus en plus nombreux, de plus en plus averti et sensible à la thématique. Donc il a fallu à la fois le faire grandir, mais en même temps garder son âme, lui faire garder son âme, conserver ça, cette convivialité, cette accessibilité, l'échange, la simplicité. Et au fur et à mesure que ça grandit, qu'il y a toujours plus de monde, qu'il faut toujours plus de moyens, c'est pas forcément évident. C'est à ça qu'on s'applique. Et qu'est-ce qui toi, te rend particulièrement heureux maintenant qu'on y aille? J'imagine qu'il y a beaucoup de stress parce que c'est quand même quelque chose à gérer, mais là on est vraiment dans le jus du festival. Qu'est-ce qui te rend particulièrement heureux quand tu participes maintenant que l'événement est en cours? Ce qui me rend heureux, c'est bien sûr la forte affluence, c'est de voir que les invités à qui on propose de venir ici, aventuriers, réalisateurs, producteurs de films, répondent présents presque systématiquement. Je crois qu'on reçoit cette année 65 invités, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un immense plaisir. C'est de voir que ces gens-là, ils sont accessibles toujours, tous, autant qu'ils sont. Ils sont accessibles pour notre public, ils sont accessibles pour les médias, ils sont accessibles pour nos partenaires. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Et puis, la grande satisfaction, c'est de voir que les films évoluent. Ils évoluent dans l'air du temps. Ils évoluent vers des thèmes de société, au-delà des aventures, des voyages, des exploits, des grandes traversées, des ascensions. Il y a de plus en plus des films qui véhiculent un message, un vrai message sociétal, ça c'est hyper important. Et puis l'immense satisfaction, c'est de voir une salle complètement électrisée à l'issue d'une séance, des tonnerres d'applaudissements et des discussions amusantes, drôles, riches, émouvantes. Voilà. Il y a déjà des projets particuliers pour l'année prochaine ou pour les années à venir ? Comme je le disais, on a toujours été sur un accompagnement raisonné, on essaie de ne pas être prétentieux pour ne pas se casser la figure. Le projet, très honnêtement, c'est gérer le succès sans être prétentieux. Parce que le succès, c'est bien, mais ça se gère complètement. C'est une vraie problématique. Et si on ne s'attarde pas dessus, on se tire une balle très vite, on se tire une balle dans le pied, quoi. Donc ça, on est vigilant là-dessus, sur fréquentation, etc. Stéphane, merci. Bonne fin de festival. Bon travail pour celui de l'année prochaine, parce que je sais que ça se prépare longtemps à l'avance. Et bravo, je crois, au nom de Bruno et moi déjà, pour l'organisation de ce festival et la qualité des films que vous nous avez permis de présenter pendant ces 2 émissions spéciales. On va terminer cette émission-là. Je pense qu'on a été ravis avec Bruno de présenter ces films. Bruno ? Ouais, c'est un grand moment ici, c'est sûr que c'est toujours un vrai plaisir en tant que réalisateur de venir présenter les films. L'ambiance est au rendez-vous et surtout la rencontre avec le public et puis surtout les autres aventuriers, c'est toujours un grand moment fort, oui.
C'est des films qui donnent des émotions. C'est pour ça qu'on fait ce métier. On est vraiment très très content de pouvoir vivre ça encore. On est très content si on a pu vous les faire partager, si on a pu vous donner envie de voir et de revoir plus encore de films d'aventure, d'expédition, de découverte, comme disait Stéphane à l'instant. On va se quitter en images, comme d'habitude dans ces émissions spéciales avec ce festival du film d'aventure de La Rochelle. Je vous dis à bientôt sur Montagne TV. Bonne soirée à tous. C'est le piège là. Bon, vite qu'on bouffe là, parce que je me caille. Hein. On va passer la nuit là. Et dès que la glace se libère ou que... Je sais pas moi. Je sais pas, bon, on vous tient au courant demain si on est encore là quoi. On va rentrer à la maison, je pense. C'est plus sage. On parle souvent de la montagne intérieure. T'as l'impression que tu l'as gravie, celle-là? Non, je pense que tu as fini de la gravir quand tu es au bout de ta vie, quoi. Hein? Je crois que tout le monde sur cette terre est là pour essayer de se développer intérieurement. Et moi, j'ai l'impression que tu finiras de te développer le jour où on va t'enterrer.